On dirait que vous avez survécu au premier épisode. Vous voyez que je ne suis pas si terrible qu'on veut bien le dire. Il est temps à présent de commencer les choses sérieuses. Il m'a semblé judicieux d'ouvrir ces récits autobiographiques par le début. Alors oui, ce n'est pas très original, mais c'est pour le moins logique. Donc, j'ai pris mes fonctions le jour où s'est éteint le premier humain à avoir foulé le sol de cette petite planète perdue au milieu de l'immensité spatiale. Un être à l'allure quelque peu différente de votre apparence actuelle, l'évolution ayant fait son office. C'était un samedi. Ou, tout du moins, en faisant remonter le calendrier actuel jusqu'à ma naissance, celui-ci aurait indiqué le jour dédié à Saturne, le dieu romain personnifiant le temps et la mort qui en marque le terme. Une petite coïncidence amusante. Évidemment, pour cela comme pour d'autres informations que je vous donnerai, vous devrez me croire sur parole. Partez du principe que je n'ai rien à gagner à vous mentir, je ne cherche pas des adeptes, et encore moins des amis. C'est pourquoi je n'essaierai pas de vous attendrir en vous racontant quel mignon petit squelette j'étais étant enfant, et comment le milieu dans lequel j'ai grandi a forgé mon caractère et fait naître ma vocation. Et pour cause, je suis apparu tel que vous me verrez, plus ou moins prochainement, avec mes 1,80 m d'os. J'aurais bien voulu vous expliquer le processus qui a conduit à ma création, mais à moins que vous ne possédiez un diplôme en poterie transneurosynergique, que vous maîtrisiez la paramorphose adamantine et que l'ingénierie spirituelle n'ait aucun secret pour vous, vous n'allez absolument rien comprendre. Je n'y peux rien si les connaissances scientifiques des humains sont si peu évoluées. J'ai tout de suite su que ma silhouette décharnée à l'extrême risquait d'être terrifiante. Les premiers humains n'avaient aucune idée qu'ils abritaient eux aussi un squelette et que nous partagions donc la même charpente. Cela dit, le fait de l'apprendre depuis n'a pas vraiment amélioré nos relations. Aussi, pour paraître moins impressionnante, j'ai créé cette célèbre chasuble noire rehaussée d'une capuche dissimulant mon crâne d'albâtre avec laquelle on me représente le plus souvent. Je précise aux petits malins qui s'apprêtent déjà à me faire remarquer que les premiers textiles ne sont apparus qu'il y a environ 10 000 ans, que ce n'est pas de ma faute si vos ancêtres ont mis autant de temps pour se mettre à tisser des fibres végétales. Je n'allais tout de même pas m'accrocher des feuilles de vigne en guise de voile de pudeur. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cet habit est confortable. Son ampleur et sa fluidité sont essentielles, puisque je suis amené à faire pas mal de déplacements, et qu'il n'est pas question de parcourir le monde dans une matière rêche, plastifiée ou prurigineuse. Ça veut dire que ça gratte. Cette chasuble est donc en coton, et contient juste ce qu'il faut de fibres élastiques pour la rendre infroissable. Que demander de plus ? Eh bien, qu'elle régule la température, pardi. Parce que je ne peux décemment pas daguer en récupérant un bédouin dans le désert, ou grelotter sur les pentes du K2. Je dois préciser que, contrairement à ce que j'ai pu lire ça et là, sa couleur n'est pas du tout symbolique. Il est vrai qu'en science, le noir résulte de l'absence de lumière, et que la lumière dans la spiritualité est symbole d'espoir. Ce qui pourrait laisser croire que je porte du noir pour vous rappeler que l'espérance se débine quand j'apparais. Mais en vérité, c'est que cette couleur a un grand avantage. Non, ce n'est pas que cela amincit, vu que j'ai encore moins que la peau sur les os. Mais le noir, ça va avec tout. Les spécialistes vous le diront, c'est un intemporel de la mode, c'est chic, sobre et discret. Ce n'est pas parce qu'on est la mort qu'on n'a pas le droit d'avoir du style. J'ai parfois été tenté de l'agrémenter en ajoutant des accessoires, selon les lieux ou les époques. Tout type de ceinture, des simples cordelettes tressées à l'hobby des kimonos. Toutes sortes de gants aussi, à crispin, passe-coude ou mitaine. Mais également des fraises, étoles ou vertugadins.
je me suis aussi affublé de toute une collection de masques pour dissimuler ma face décharnée. Botta vénitienne, mascaron, menpo, masques ritueliques ou funéraires, chamaniques ou de théâtre et même, ce qui est presque évident, des masques mortuaires. Pourtant, je pense que le pire accessoire que j'ai porté a été une paire d'ailes noires, trop grande, trop lourde, et qui avait une fâcheuse tendance à se décrocher au pire moment, souvent d'un seul côté, ce qui, en plus de ne pas faire sérieux, me donnait un air penché. Et je ne me suis pas seulement contenté de changer quelques ornements. Quelquefois, j'ai troqué ma chasuble contre une toge grecque, une houppelande ou une robe empire. Mais le podium du mauvais goût et de la tenue ratée revient. En troisième position, à un kilt, dont le sporran, la sacoche qui pendouille devant, tapait contre mon bassin à chaque mouvement. En deuxième, à une tenue hippie dont les franges de la tunique se coinçaient sans cesse autour de mes articulations. Et sur la première marche, à un fourreau moulant qui, en raison de ma maigreur, faisait ressortir mes côtes, de sorte qu'on aurait dit un drap posé sur un radiateur en fonte. Alors, un jour, j'ai décidé d'en finir avec tous ces artifices. La mort étant une chose naturelle, je me suis dit que sa représentante se devait de l'être tout autant. Cependant, il n'y a pas très longtemps, le couturier Yves Saint-Laurent, avec ses épaisses lunettes d'écaille sombres sur le nez, après m'avoir examiné de pied en cap, a insisté pour me dessiner un smoking qui aurait, selon lui, mis en valeur ma féminité. Puis il a ajouté, de sa voix lente et posée, « J'ai réussi à habiller Zizi Jeanmaire et Catherine Deneuve, je ne devrais pas avoir trop de mal avec vous. » Bon, j'avoue, je ne suis pas très doué en imitation. Surtout pour ce qui est des couturiers. En revanche, j'imite assez bien le gorille dans le dessin animé Les As de la Jungle. Miguel et Mimoji Banane. Je crois que je me suis éloigné de mon sujet. Je reprends. Oui, mais où couturier, Yves Saint-Laurent, sa proposition... Ah oui, j'ai donc poliment décliné son offre, préférant conserver désormais ma tenue signature. Le plus amusant, c'est qu'il voulait également créer un sac fourreau afin que je puisse y glisser ma faux. Il fut d'ailleurs très étonné de ne pas me voir officier avec. Bah tiens, tu m'étonnes. Je me dois de rectifier une croyance tenace, qui veut que je m'affaire avec cet ustensile presque aussi grand que moi, et qui me vaut ce surnom bien connu de grande faucheuse. Mais c'est une idée complètement ridicule, dont je vous expliquerai un peu plus tard l'origine. Comment imaginer que je puisse coltiner un tel outil? Car en plus d'être encombrant, une faux c'est diablement lourd. Non mais, vous m'avez regardé. Est-ce que j'ai la carrure d'un haltérophile? Une faucille ou une serpette à la rigueur. Mais une faux pour trancher le fil invisible qui relie l'âme et le corps. C'est tout simplement grotesque. Pourquoi pas une hallebarde, un bazooka ou carrément un lance-missile? La vision saugrenue de moissonneuse des âmes, typiquement occidentale, s'est pourtant imposée au détriment d'autres concepts bien plus originaux, quoique tout aussi dénués de fondement. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, on m'imaginait sous les traits d'Anubis, une sorte de chacal affichant son meilleur profil et utilisant une balance pour comparer le poids de la moralité du défunt, contenu dans son cœur, avec celui de la pureté d'une plume de Maat, déesse de la vérité et de la justice. Une idée qui en vaut bien une autre. Les pauvres Égyptiens étaient finalement presque plus terrorisés en me voyant qu'à l'idée de finir entre les crocs d'Amout, dévoreuses de ceux qui s'étaient mal comportés sur Terre pour les empêcher de vivre éternellement dans l'au-delà. Les hindouistes, quant à eux, outre le fait qu'ils me voyaient comme un homme couleur bleu nuit avec une tête de buffle, c'est fort les vapeurs d'encens, pensaient que je ne quittais jamais un gourdin en forme de fémur surmonté d'un crâne et une corde pour mesurer la durée de vie des individus. Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive de tous les objets que les croyances m'ont octroyés, mais de l'épée du grec Thanatos aux clochettes du dieu maya Apuk,
en passant par le ballet de Pesta, tout droit sorti du folklore norvégien, jamais je n'ai eu à porter un outil aussi volumineux qu'une faux. Même le bidon d'Hadès... comment vous décrire cet objet ? Un bidon, c'est comme un trident, mais qui aurait perdu un tiers de son efficacité. Même le bidon d'Hadès aurait été plus maniable et léger. Tout cela pour affirmer une dernière fois que je n'utilise pas de faux. Mais je suis tout aussi efficace à main nue. C'est donc vêtu de ma grande toge noire et les mains complètement libres que j'ai ressenti pour la première fois un tressaillement qui m'est devenu familier. Il annonçait alors que le premier humain venait de rendre l'âme et que je devais me mettre en route pour le rencontrer. C'est amusant cette expression de rendre l'âme, vous ne trouvez pas ? Comme si on vous l'avait prêtée pour un temps donné et que mon travail consistait à la reprendre. Mais c'est l'au-delà que je préside, pas une société de location, ni un vestiaire. En fait, des formules comme « jeter l'âme » ou « mettre l'âme au placard » seraient donc plus conformes, mais je vous l'accorde, moins poétiques. Pour ce qui est du signal que j'évoquais, il faut que j'arrive à vous décrire comment se manifeste cet appel à entrer en scène. C'est une oscillation qui, en l'espace d'une nanoseconde, naît dans mon sacrum et s'amplifie dans l'os iliaque, remonte le long des rachis lombaires, dorsaux puis cervicaux, redescend dans l'humérus via la clavicule et l'omoplate, fait vibrer le cubitus avant d'atteindre les carpes, puis se glisse jusqu'au métacarpe et enfin dans la phalange distale de mon index droit. Pourquoi le droit, me demanderez-vous ? Ma réponse tient en 2 mots. Parce que. C'est comme ça. Il n'y a pas une raison à tout non plus. Pourtant, savoir qu'il est temps de s'en aller est une chose. Encore faut-il connaître la direction à prendre. Je pourrais enjoliver la vérité et vous raconter que pour cela j'utilise une boussole, un sextant, un GPS ou même un globe terrestre. Mais il n'en est rien. La chose est bien plus simple en vérité. Je n'ai qu'à me concentrer pour apparaître aux côtés d'un défunt. Comme ça. Instantanément. De quoi rendre jaloux tous ceux qui supportent des heures d'embouteillage pour rejoindre péniblement leur travail chaque matin. Je ne chevauche donc pas un étalon noir volant crachant des flammes de ses naseaux, pas plus que je ne voyage à bord d'un corbillard infernal ou d'une nef construite à partir d'ongles de défunts. La sobriété, il n'y a que ça de vrai. Pour ma première mission, je me transportais donc, j'avoue, un peu tremblante, jusqu'à un lieu qui deviendra, 7 millions de vos années plus tard, le désert du Djourab. Imaginez. Au crépuscule des temps, où se jouaient les premières ébauches de la vie humaine, de vastes plaines s'étendaient, perturbées parfois par des rivières serpentines, des arbres aux branches noueuses dont les feuilles bruissaient doucement sous l'effet de la brise, et quelques formations rocheuses aux contours érodés par les millénaires comme des totems érigés par les forces telluriques. Bref, le berceau de l'humanité n'était à l'époque qu'une vaste savane sans nom, entourée par de la savane, et ça à perte de vue. Un calme olympien régnait. Sans mauvais jeu de mots, on était à la limite du silence de mort. Face à moi, sur un promontoire rocheux, se trouvait une petite silhouette de dos, mesurant environ 1 mètre, nue comme un ver et extrêmement poilue. Elle était parfaitement immobile et semblait fixer un horizon dans lequel le soleil s'apprêtait à plonger. Je lançai timidement à son encontre un son guttural qu'il était censé comprendre et qui se rapprochait d'un « bonjour », un petit mot de politesse aussitôt suivi par cette réflexion intérieure. « Bravo ma grande, tu viens de souhaiter une bonne journée à une personne qui est en train de faire une expérience unique, sans doute traumatisante et indéniablement définitive. Quelle idée de génie! Pourquoi pas, vous avez fait bon voyage? Ou, on a beau temps pour la saison, mais les températures se sont un peu rafraîchies, non? » Le type a cassé sa pipe et tu lui lances « bonjour », comme si c'était le meilleur moment de sa vie. Attends-toi au pire. Pourtant, le petit être n'eut aucune réaction. Comme il était quasiment impossible que je me sois trompé de personne ou de lieu, c'est qu'il devait y avoir une autre explication. À bien y regarder,
Il manquait quelque chose d'essentiel dans cette scène. En principe, son corps aurait dû jaisir à terre et son âme tourner autour avec désarroi et inquiétude jusqu'à mon intervention. Ça, c'était la théorie. Mais, sous le poids de l'émotion sans doute, je n'avais pas réalisé que cette âme n'était pas présente. Et j'en ai conclu que j'étais arrivé avec quelques secondes d'avance. Cela expliquait pourquoi l'individu n'avait prêté aucune attention à mon entrée, car tant qu'il leur reste un souffle de vie, les mortels ne peuvent ni me voir ni m'entendre. J'attendis donc patiemment. Mais il ne se passa rien. Au bout d'un moment, je me suis approché de lui. À quelques centimètres de son petit corps, celui-ci se mit à pencher et bascula dans le vide pour atteindre le sol avec fracas 5 mètres plus bas. Un nuage de poussière succéda au bruit d'os brisés. Oups. En fait, celui que vous avez depuis surnommé Toumaï était bel et bien mort. Mais j'étais en réalité apparu trop tard. Je scrutais donc les alentours à la recherche de son âme. Je ne savais pas depuis combien de temps il l'avait rendue, entre guillemets bien sûr, mais elle s'était éloignée de son enveloppe charnelle à la recherche de nourriture, comme si de rien n'était, à tel point qu'il me fallut plusieurs minutes avant de la récupérer. Il est certain qu'on ne peut pas exceller dans son travail dès la première journée, mais je n'étais tout de même pas très fier de ce premier rendez-vous manqué. J'ai depuis corrigé ce petit problème de timing, et je mets un point d'honneur à respecter cette ponctualité. En revanche, j'étais enthousiasmé par cette aventure qui venait de débuter. Et si le proverbe affirme qu'il y a un commencement à tout, j'ironise souvent en ajoutant qu'il y a aussi une fin à tout. Pour cela, on pouvait désormais compter sur moi. Rendre l'âme, je m'en viens rendre l'âme. Son vêtement est trop usé. Rendre l'âme, je m'en viens rendre l'âme. Qui voudrait m'en débarrasser? Rendre l'âme, je m'en viens rendre l'âme. Jamais su la persuader. Rendre l'âme, je m'en viens rendre l'âme. J'allais quand même pas la payer. Rendre l'âme, je m'en viens rendre l'âme. J'en étais plus qu'à me lasser. Rendre l'âme, je m'en viens rendre l'âme. Il faut savoir rendre l'objet. Rendre l'âme, je m'en viens rendre l'âme. C'est bien l'assassin supposé. Rendre l'âme, je m'en viens rendre l'âme. Oui, vous pouvez jeter les clés. Rendre l'âme, je m'en viens rendre l'âme. Vous me semblez bien agité. Rendre l'âme, je
m'en viens rendre l'âme. Auriez-vous idée d'échanger? Rendre l'âme, je m'en viens rendre l'âme. Pourquoi sondez-vous votre plaie? Rendre l'âme, je m'en viens rendre l'âme. C'est affaire de curiosité.